La lumière grise d'un matin d'hiver traversait les vitraux du grand salon et dessinait des bandes pâles sur le parquet ciré, tandis que l'air portait l'odeur mêlée de cire froide, de café renversé et d'un parfum ancien oublié sur une table basse. Les draps d'oreiller conservaient encore l'empreinte d'une présence qui n'était plus là. Xavier Morel errait dans ces corridors vastes comme si chaque pas réveillait un écho de la femme qu'il avait perdue, et le silence de la maison pesait sur lui comme une sentence. Depuis le tragique accident qui avait fauché sa compagne, il avait repris la gestion de ses entreprises et des soirées de bienfaisance, mais aucun contrat ni aucune accolade publique ne parvenait à combler le manque. Plus que la maison, ce qui le hantait était le regard vide de son fils Thomas, 11 ans, un regard qui semblait garder des morceaux de rire disparus. Xavier avait essayé les voyages, les cadeaux, les jeux onéreux, les enseignants privés, mais rien ne rallumait la chaleur dans les yeux du garçon. Un matin, las de feindre la normalité, il prit une décision qui allait faire murmurer ses pairs. Il confierait à son fils le pouvoir de choisir la femme qui viendrait habiter la maison et devenir proche de lui. Ce geste n'était pas une plaisanterie ni une provocation sans fondement, c'était l'ultime tentative d'un père pour restaurer l'enfance de Thomas. La haute société qui fréquentait ces dîners, où mariage et alliances se traitaient comme des accords discrets, jugea la proposition inconvenante. Xavier prit contact avec l'agence de Madame de Castellan, réputée pour trouver des conjoints parmi les cercles influents, et annonça une série de dîners discrets dans la demeure familiale afin de laisser le garçon rencontrer les candidates. Personne ne soupçonnait que la vraie résolution ne viendrait ni des costumes ni des titres. Elle viendrait d'une présence humble, d'une femme qui ne s'annonçait pas par des lettres de recommandation, mais par son haleine d'épices, ses mains qui sentaient le savon et l'effort, et un accent qui apportait des chansons d'un autre rivage. Entre les nappes brodées et les couverts d'argent, la vie allait reprendre, mais à sa manière, lente et imprévisible. Et vous, que feriez-vous à la place d'un père qui voit son enfant s'effacer chaque jour un peu plus? Xavier était né dans une ville industrielle de province, premier d'une fratrie de 4 enfants, et il avait appris très tôt la valeur du travail. Son père dirigeait une petite entreprise familiale et lui avait transmis une idée simple mais tenace, la responsabilité envers les autres est la mesure d'un homme. À 18 ans, il était parti pour la capitale, étudiant à la faculté de commerce, travaillant le jour chez un notaire et étudiant la nuit. Ses mains portaient encore les traces des ouvriers qu'il côtoyait à ses débuts, même si le costume maintenant épousait sa silhouette avec élégance. Sa rencontre avec Élise, femme douce et brillante, avait semblé sceller un avenir heureux, mais la vie avait réservé une autre route. La perte d'Élise lui avait enlevé un paysage entier. Non seulement une compagne, mais une gardienne de rituels quotidiens, ces gestes simples qui faisaient d'une maison un foyer. Depuis, Xavier oscillait entre l'exigence professionnelle et la maladresse d'un père qui ne savait plus comment réparer les fragments d'enfance de Thomas. Cette mémoire de vie modeste le rendait sensible aux petites choses, même si son monde social le poussait à ignorer l'ordinaire. Madame de Castellan, l'antagoniste sociale dans cette histoire, n'était pas mauvaise d'intention. Issue d'une lignée aristocratique, elle avait façonné sa réputation sur la capacité à maintenir les usages et à préserver des alliances convenables. Sa jeunesse avait été rythmée par bals, précepteurs et obligations de représentation. Elle avait appris que l'ordre social se protégeait par la sélection rigoureuse des alliances. Sa vision du monde était que chaque relation est un pacte qui demande prudence et calcul. Et lorsqu'on lui proposa l'idée de laisser un enfant choisir, elle eut d'abord un petit rire sec qui cachait l'inquiétude d'une femme qui voyait dans l'anomalie une menace pour son univers professionnel. Sa vie l'avait rendue dure aux improvisations du cœur, mais elle était aussi une femme pragmatique, capable d'admettre qu'un foyer brisé requérait parfois des réponses hors normes. Les premiers dîners se succédèrent sous les lustres et les portraits, chaque invitation est un jeu d'étiquette. Les candidates arrivaient en voiture sombre, maquillées et guidées par des conseillers en images. Et chacune savait manier la conversation comme on manie un éventail. Le salon sentait alors la cire tiède, les roses de la jardinière et les cendres d'un feu éteint. La voix douce d'une candidate parlait de philanthropie, tandis qu'une autre citait des noms d'universités étrangères. Thomas observait, serrant parfois la main d'un nounours sous la table, fermé derrière une armure de silence. Le premier dîner fut un enchaînement de politesse et de perfidie voilée. 8 échanges de répliques précis composèrent la scène et suffirent à montrer l'écart entre forme et substance. « Bonsoir, monsieur Morel », dit l'une d'elles en souriant. « Bonsoir », répondit Xavier, essuyant distraitement sa serviette. « Thomas, veux-tu présenter le plat » demanda la mère d'un ami, tentant de briser la glace. Thomas resta muet. « Il aime la mer », ajouta Xavier instinctivement, et une candidate sourit avec empressement en parlant de voyage en yacht. « Voyager n'est pas la même chose que partager un petit déjeuner », murmura une voix au coin de la table. « Peut-être, dit la candidate,
Mais les intérêts communs ne se discutent pas seulement au lever du soleil. Les échanges se poursuivirent, montrant politesse et vide. Les sens restaient impliqués malgré tout. Le cliquetis des convers, le goût trop sucré d'un dessert, la lumière trop blanche des chandeliers, le tissu des robes qui froissait l'atmosphère. Au fil des rencontres, il devint évident que les candidates excellentes en convenance n'avaient pas la capacité de s'approcher de la blessure silencieuse de Thomas. La maison était soignée mais encore froide, et les tentatives de reconstruction semblaient échouer faute d'intimité. La domestique nouvellement engagée entra un matin sans bruit en franchissant la porte de service, tenant un panier tissé qui exhalait l'odeur du pain frais et des épices. Elle s'appelait Leïla, même si certains employés l'appelaient Fatima ou Lina selon les jours, et elle venait d'une petite ville côtière d'un pays lointain, arrivée quelques mois plus tôt après un long processus de demande d'asile régularisé. Sa peau portait le soleil de l'autre rive, ses mains avaient des ongles courts marqués par le labeur, et sa voix portait un chuintement musical qui mêlait une langue maternelle aux tournures françaises qu'elle apprenait. Le jardin sentait l'herbe humide quand elle passait, et la cuisine se transforma peu à peu en lieu d'odeur chaude et familière. Leïla faisait les choses simples avec une patience qui surprenait. Elle lavait les tasses en frottant la porcelaine comme on caresse un visage, préparait des confitures en laissant mijoter les fruits, chantonnait des airs qui parlaient de navires et de ports, et parlait à Thomas comme si chaque mot était un pont réparant un espace brisé. Ses gestes, la texture du lin qu'elle repassait, le goût d'une soupe qu'elle préparait, le goût salé des larmes qu'elle essuyait sans spectacle, toutes ces choses furent par petites touches la réparation lente qu'aucune candidate formée à l'art de la représentation n'avait su faire. Lors de la première interaction qui changea la dynamique, Leïla trouva Thomas dans la serre, le visage enfoui contre un pot de terre, et elle posait une tasse chaude près de lui sans demander la permission. « Tu veux du thé » demanda-t-elle doucement. « Non » souffla Thomas. « Regarde » dit-elle en tendant une feuille encore tiède, « on peut faire une maison pour les petites bêtes, elles aiment quand on respire doucement. » Le garçon leva les yeux, surpris par la simplicité de la phrase. Les 5 sens se réveillèrent au contact. La chaleur de la tasse, la terre humide, l'odeur de basilic, le son bas d'une chanson lointaine, la rugosité du bois sous les doigts. Ces détails, répétés dans les jours qui suivirent, ouvrirent une faille par laquelle la joie put à nouveau traverser. Leïla avait sa propre histoire, une backstory tissée de départ et de courage. Elle était née dans une maisonnette près d'un port, fille d'une couturière et d'un pêcheur, apprenant tôt la valeur des petits métiers et des dettes d'honneur. Adolescente, elle avait appris à coudre pour aider à la maison, puis avait quitté son pays pour rejoindre une cousine dans une grande ville européenne, à la recherche de sécurité et d'un avenir. Ses papiers avaient pris des mois à arriver, elle avait travaillé comme aide-ménagère, traductrice informelle et cuisinière à la sauvette, chaque emploi laissant sur elle une empreinte de détermination. Elle portait des recettes héritées de sa grand-mère, des gestes de soie qui avaient nourri tant d'enfants dans son village, et une foi tranquille dans la bonté des personnes malgré les blessures de l'exil. Face à la détresse de Thomas, elle employa ce répertoire de petits rituels. Un bol de soupe au cumin un soir de pluie, expliquer les fractions en racontant une recette, envelopper un doudou avec une serviette chaude pour que le garçon comprenne que certains gestes tiennent lieu de promesses. La relation entre Thomas et Leïla se construisit en gestes et en paroles simples. Dans une scène cruciale où le garçon accepta enfin de parler, le dialogue dépassa les habitudes formelles et s'étira en une dizaine d'échanges qui révélèrent peur, espoir et hésitation. « Pourquoi tu restes » demanda Thomas en après-midi près de la fenêtre. « Parce que tu as un sourire qui ressemble à un soleil timide » répondit Leïla en souriant. « Tu as peur que je porte » ? « Oui » admit le garçon. « Moi aussi j'ai eu peur de beaucoup de choses » dit elle. « Tu peux me dire ce qui est triste ?»« J'ai perdu maman » dit Thomas, les mots sortant comme s'il cherchait un abri. Leïla prit sa main, la chaleur de sa paume contre la sienne, et dit « Alors nous pouvons faire des choses qui ressemblent à des mamans. Pas pour remplacer, mais pour ajouter. »« Comme quoi ?»« Lire des histoires, faire des crêpes, apprendre des mots que tu inventes, » répondit-elle. « Tu vas rester ici ?»« Je reste, » dit-elle. « Promets-le ?»« Je promets. » Les échanges étaient simples mais chargés. La chambre sentait la paume cuite et la cire, le tissu du pyjama était doux, la lumière tombait en raies dorées, la voix de Leïla tremblait un peu, tandis que Tova inspira profondément pour la première fois depuis des mois. Lentement, Xavier observait ces transformations et, contre toute attente, se surprit à changer. Il avait d'abord imaginé organiser un mariage selon des codes connus, avec prières silencieuses de normalisation. Puis il vit que la chaleur revenait à la maison grâce à des gestes modestes. Au cœur du dilemme, il dut confronter son propre rôle. Fallait-il accompagner de façon formelle cet attachement naissant ou écouter la vérité des sentiments? L'un des moments les plus tendus survint quand Madame de Castellin apprit que le fils avait choisi de privilégier la proximité à la lignée. Elle téléphona pour exprimer son désaccord, son ton cloué à l'idée d'une erreur sociale. Xavier répondit en une longue tirade qui fut à la fois confession et défense.
Je ne veux plus que mon fils me voie trahir la mémoire de sa mère en se conformant à ce que nos pères considèrent honorable. La famille se reconstruit dans la vérité, pas dans l'apparence. La conversation dura, ponctuée d'éclats et de silence, et se conclut sans résolution nette. Mais elle fit éclore la question publique. Une figure venue d'ailleurs pouvait-elle occuper une place centrale dans un foyer de haute société? La réponse n'était pas seulement intime, elle entraînait des conséquences sociales. Un avocat spécialisé en immigration et en droit du travail, Maître Girard, entra en scène pour clarifier la situation administrative de Leïla. Il expliqua, en termes accessibles, que la régularisation d'un travailleur étranger Requérait un titre de séjour pour travailleurs salariés, appuyé par des contrats, preuves d'hébergement et une démarche auprès de la préfecture. La procédure impliquait une instruction de plusieurs semaines et des documents à fournir pour attester de la bonne foi de l'employeur. Sa description complète teinte en 250 caractères précis, la demande de titre de séjour pour travailleurs salariés nécessite un contrat de travail déclaré, justificatif d'identité, preuve de salaire et hébergement et le passage par la préfecture pour validation administrative. Xavier prit en charge cette paperasserie, signa les contrats et soutint la procédure comme acte de protection pour la femme qui avait rendu le foyer habitable. La tension monta encore quand certains voisins exprimèrent leur désapprobation à voix basse, craignant un précédent. Dans une scène de confrontation publique durant un dîner de charité, une tante éloignée, Claire, déclara devant les invités « On ne confie pas la gestion d'un foyer à des improvisations ». Sophie, une amie de la famille, rétorqua « Peut-être que le cœur ne demande pas l'avis d'une assemblée ». Les dialogues s'enchaînèrent, 8 échanges serrés exposant les fronts opposés. Parallèlement, Xavier et Leïla surent répondre par des actes concrets. Ils créèrent une initiative locale visant à intégrer des familles immigrées à travers des ateliers culinaires et des formations de garde d'enfants. Initiative qui prit le nom de la petite fondation Mains Ouvertes. Ce projet visait à fournir formation, assistance administrative et mise en relation avec des employeurs. La fondation se développa, d'abord modeste, puis soutenue par des dons anonymes et par l'appui discret d'entreprises. Une scène de préparation d'une cérémonie intime réunit une dizaine de personnes, des voisins et des amis proches, où l'on célébra la nouvelle alliance d'une façon non conventionnelle, sans faste, mais avec des rituels partagés, un mélange de recettes, de chants et d'échanges culturels. La maison, jadis froide, vibra de la chaleur des plats partagés, du parfum du zaatar et des madeleines, des tissus colorés posés sur la nappe, du son d'un accordéon discret et du rire de Thomas qui montait comme un trésor retrouvé. Le mariage fut simple et inattendu. Thomas, invité à donner son avis, choisit la façon dont la cérémonie se déroulerait, préférant une fête dans la cuisine plutôt qu'un grand salon, proposant que l'on serve les plats de l'enfance de sa mère et les recettes de Leïla. Les dialogues ce jour-là furent pleins de douceur et comptèrent une dizaine d'échanges entre les protagonistes principaux. « C'est étrange, dit Xavier en observant les mains jointes, mais c'est la plus belle chose que j'ai vue. »« Nous avons tissé quelque chose de vrai, répondit Leïla, les yeux brillants. « Thomas, tu veux donner une fleur ?» demanda une invitée. « Oui, dit-il en tendant une pâquerette un peu froissée. »« C'est ta maison aussi, ajouta Xavier. Les invités, parmi lesquels Antoine le jardinier, Marie la gouvernante, Élise la tutrice et le docteur Moreau, acceptèrent ces règles nouvelles avec émotion ou réticence. La fête mêla habits simples et toasts sincères, et la cuisine fut le lieu de la réconciliation entre traditions, des crêpes, du pain fait maison et des confitures, chaque plat évoquant une mémoire. Les sens furent à la fête. La salinité du pain, la douceur du miel, la chaleur des fourneaux, le bruit des couverts et la couleur des tissus racontèrent ce que les mois ne pouvaient dire. Après la cérémonie, la fondation se structura et gagna en visibilité. Un discours de Xavier, prononcé lors d'une conférence locale sur l'intégration, combina ton journalistique et émotion. Il raconta le parcours de sa famille, expliqua les modalités de formation pour l'emploi des immigrés et invita d'autres acteurs à soutenir l'intégration par des démarches concrètes. La Fondation signa des partenariats avec une université locale et une ONG qui facilitait la formation professionnelle et l'accompagnement administratif. Les résultats furent tangibles. En quelques mois, plusieurs familles avaient régularisé leur situation, obtenu des emplois et retrouvé une stabilité. Le projet reçut une mention lors d'une remise de prix municipale pour l'innovation sociale, insinue que la société, lentement, reconnaissait que la différence pouvait devenir une force. Insertion pour l'appel à commentaires. Si vous sentez une émotion monter en vous maintenant, sachez que vous n'êtes pas seul. Des histoires comme celle-ci réveillent des souvenirs et des interrogations que chacun porte à l'intérieur. Dites-nous en quelques mots ce que vous feriez à la place de Xavier. Choisiriez-vous la convenance ou laisseriez-vous le cœur décider? Écrivez simplement « convenance » ou « cœur » et expliquez rapidement pourquoi. Votre commentaire peut aider d'autres personnes à voir des perspectives différentes et inspirer de futurs récits ici. Continuez avec nous, la suite montre comment un geste simple peut provoquer un changement durable. Vint ensuite une période d'exposition publique et de défis.
Les médias locaux eurent vite vent de l'histoire. Reportages, éditoriaux et débats firent monter la tension. Certains chroniqueurs regrettèrent l'irruption d'un élément étranger dans les symboles de la classe dominante. D'autres saluèrent la mutation positive d'un foyer en moteur d'action sociale. Xavier se trouva au centre d'un débat sur les nouvelles formes de parentalité et sur la place des immigrés dans les foyers dits privilégiés. Il fit face aux critiques avec calme, démontrant par des chiffres et des témoignages l'impact de la fondation. Les dialogues avec des opposants se multiplièrent, et la famille apprit qu'à répondre par la transparence. Publication de bilan, invitation ouverte à visiter les ateliers, témoignages de bénéficiaires. Le projet social permit aussi à Leïla d'accéder à une formation certifiante en garde d'enfants et à une validation de ses acquis professionnels, lui ouvrant la porte à un métier reconnu. Les procédés administratifs, expliqués lors d'une réunion publique par Maître Girard et d'un sociologue invité, furent présentés pour rassurer l'opinion. La régularisation et la contractualisation du travail favorisaient l'intégration et la sécurité juridique de tous. Les tensions culminèrent finalement lorsque la presse révéla une lettre anonyme accusant Xavier de calcul politique. Plutôt que de se fermer, la famille choisit la transparence. Xavier accepta un entretien filmé, où il raconta son parcours, ses doutes et la transformation intime qui s'était opérée. Les images montraient Thomas riant en cuisine, Leïla donnant une leçon de couture à une jeune stagiaire, la fondation distribuant certificats et sourires. Ces preuves d'impact diminuèrent les murmures hostiles. Le système social commença à reconnaître la valeur des gestes quotidiens et la puissance d'une décision prise par un enfant guidé par son cœur. Un mois plus tard, la maison avait retrouvé une routine apaisée. Thomas allait à l'école, participait à un atelier de théâtre et retrouvait l'envie de peindre. La fondation avait lancé 2 ateliers hebdomadaires et comptait une vingtaine de bénéficiaires. Les couleurs du jardin semblaient plus vives quand le soleil tombait. Et la cuisine était à présent un lieu de circulation d'histoires et de recettes échangées. Xavier méditait souvent près de la fenêtre, pensant aux choix effectués, reconnaissant d'avoir écouté son fils. 3 mois plus tard, la Fondation avait signé un partenariat avec une université régionale pour des stages en communication sociale. Plusieurs employeurs locaux avaient embauché d'anciens participants et la maison organisait des repas communautaires mensuels ouverts aux voisins. La réputation de la famille avait changé. Certains conservateurs restaient sceptiques, mais beaucoup voyaient désormais en Xavier et Leïla des acteurs d'un renouveau social. 6 mois après, la Fondation Mains Ouvertes avait aidé plus de 100 personnes à accéder à une formation utile. Leïla était coordinatrice d'un programme d'accompagnement parental et Thomas participait à une exposition de dessin où il racontait sa nouvelle vie. La maison n'était plus un mausolée, mais un foyer vivant où les rituels culinaires et les petites attentions construisaient un héritage. Les voisins reconnaissaient la valeur de ces transformations et la municipalité envisageait d'étendre le modèle à d'autres quartiers. La conclusion de cette histoire montre que la reconstruction n'efface pas le passé, mais qu'elle permet d'ajouter de la vie au lieu du vide. Xavier trouva une forme de paix en voyant son fils sourire. Non parce que le passé avait disparu, mais parce que la maison était redevenue un lieu d'accueil et de créativité. La Fondation laissa un héritage concret. Des personnes formées, des familles accompagnées, des projets qui perduraient au-delà d'un geste individuel. Si le monde acceptait davantage de gestes comme ceux-ci, peut-être pourrions-nous bâtir des communautés où la différence est force et la solidarité une pratique quotidienne. Si cette histoire vous a touché, partagez-la et dites-nous ce qui vous a le plus ému. Abonnez-vous si vous voulez voir d'autres récits qui mêlent émotion et action concrète, et restez avec nous pour continuer ces histoires d'humanité.